Ce week-end, une étrange tribu a envahi les rues de ce petit village de Saône-et-Loire. Plantes en pot, feuilles séchées, pétales ou encore racines, ici tout le monde parle la même langue fleurie. On trinque à la tisane. On peut vous proposer verveine, menthe, sauge, camomille, fenouil. Et on savoure des végétaux. Soupe d'ortie, crème d'avoine, chanvre toasté. Il y a du sel aux herbes si vous voulez. Très bien. Et les fleurs se mangent. D'accord. Et si toutes ces plantes ont la cote, ce n'est pas pour leur parfum ou leur couleur, mais pour leur vertu thérapeutique. On récolte la feuille qui est là, et à l'intérieur, c'est rempli de ce gel qu'on va mettre sur la peau. C'est bon pour tout ce qui est eczéma, les zonas. Je voulais savoir si vous aviez des mélanges pour état douloureux. Converti depuis peu aux bienfaits des tisanes, ce jeune homme a convaincu ses parents de parcourir 250 km pour dénicher le bon remède. Mes grands-parents, par exemple, ils ont un peu d'arthrose et du coup, j'ai acheté ça pour leur faire une petite décoction, je pense. Sur sa liste, de la vigne rouge, du millepertuis, des feuilles de frêne. Je trouve que c'est intéressant de se soigner avec les plantes et puis de ne pas prendre de médicaments, ou moins prendre de médicaments. Entre les déçus de la médecine moderne et ceux qui se méfient des laboratoires pharmaceutiques, l'industrie du médicament, aujourd'hui, c'est quand même une industrie du business. Cette 8e édition de la Fête des Simples, nom que l'on donnait aux plantes médicinales au Moyen-Âge, a battu tous les records d'affluence. Il faut dire que ces remèdes ancestraux offrent de l'authenticité. C'est naturel et le corps absorbe plus facilement ce qui est naturel. Je préfère rester dans le naturel. C'est plus naturel. C'est plus naturel en fait. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas compris, ils viennent chercher un produit naturel. Revenir à des remèdes traditionnels et naturels pour rester en bonne santé, cette idée séduit de nombreux adeptes. Avec la phytothérapie, on arrive à avoir de très bons résultats, peut-être un peu moins puissants qu'avec les médicaments de synthèse, mais certainement avec moins d'effets secondaires. Pourtant, le corps médical n'a eu de cesse de se détourner de la phytothérapie, reléguant les plantes médicinales au rang de simples remèdes de grand-mère. En 2014, pour un médecin, c'est assez compliqué d'affirmer qu'on peut soigner avec des plantes. Tisanes, huiles essentielles, compléments alimentaires, on trouve une multitude de traitements de phytothérapie en supermarché ou sur Internet. Livrés à eux-mêmes, des consommateurs mettent leur santé en danger, victimes de diarrhée, d'hépatite ou de maladies rénales. Là, on peut tuer des gens assez facilement avec les produits qui sont proposés ici. Face à ces risques, peut-on encore faire confiance à la nature pour se soigner ? Ces randonneurs ne sont pas tout à fait comme les autres. À la ville, ils sont commerciaux, agriculteurs ou cadres, mais ce matin, ils vont exhumer de vieilles pratiques. Là, vous avez un arbuste très intéressant. Le néflier, c'est un astringent. C'est pour tout ce qui est diarrhée, hémorragie, et ainsi de suite. Hein. C'est un très bon rééquilibrant à ce niveau-là. Emmené par Gérard Ducerf, botaniste de formation, il s'engage sur le chemin ancestral de la médecine par les plantes. Donc on va faire une préparation d'aubépine. C'est vraiment la plante actuelle, hein, parce que comme tout le monde est stressé, c'est vraiment la plante anti-stress. Et aussi une plante qui, du fait qu'elle est anti-stress, elle est protectrice cardiovasculaire. Elle va vous éviter de faire un infarctus ou des choses comme ça. Échapper à l'infarctus grâce à l'aubépine, ce n'est plus un remède, c'est un miracle. Enfin, à condition de ne pas se tromper de plante.
Alors, il y a plusieurs espèces, mais il n'y en a qu'une qui est vraiment efficace du point de vue médicinal. C'est celle qui, quand on regarde les fleurs, il y a un seul stigmate, hein, alors que les autres ont 2 ou 3 stigmates. C'est comme les champignons, on ne récolte que ce qu'on connaît bien, que ce qu'on a appris à connaître. Et s'il y a le moindre doute, on s'abstient. Pour capturer les propriétés anti-stress de l'aubépine, Gérard Ducerf réalise une recette qu'il tient des anciens. On va ramasser bouquet par bouquet et mettre au fur et à mesure dans le bocal. 300 grammes d'aubépine sont plongés dans un peu plus d'1 litre d'alcool à 70 degrés. Il n'y a pas trop de bois là. Non, c'est bon là. On n'est pas encore à 300 grammes, tu penses? Parce qu'il est bien saturé là. Hein. Voilà. Tu es bien obligé de respecter quand même la recette pour que ton produit soit efficace après. Dans un mois, cette teinture mère sera prête à l'emploi. Quelques gouttes diluées dans un verre d'eau pour retrouver calme et sérénité, une promesse qui séduit les stagiaires. Et pour les Parisiens, là, puisque moi je suis de la région parisienne, donc on est très stressés. Eh ben, c'est voilà. une bonne plante pour nous. Votre bocal d'aubépine voilà. chez vous, oui. Super. Voilà. Dans une plante, il y a plusieurs milliers de molécules actives. Donc c'est tellement complexe qu'on ne peut pas arriver même à tout savoir ce qu'il y a comme molécules dans une plante. Bientôt 40 ans que Gérard Ducerf emploie ses bonnes vieilles recettes pour se soigner. À l'époque, on le prenait pour un doudingue. Désormais, ses stages font le plein. Tu vois des genres de petits poils sur la tige? Oui. Et regarde bien, au bout du petit poil, il y a une petite boule. En fait, c'est un réservoir à huile essentielle. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. Ouais. Il y a 15 ans, j'en faisais 1 ou 2 par an, quoi. Et puis là, on en fait 1, 2, 3 par mois, quoi. Donc c'est... Et en plus, il y a 15 ans, ils n'étaient jamais complètes. Hein. Là, maintenant, c'est très rare qu'on refuse pas du monde. Et les apprentis d'aujourd'hui sont motivés. Ils ont déboursé pas moins de 700 € pour 3 jours de stage. On réapprend en fait quelque chose qui certainement était naturel pour nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, etc. Et qui nous est devenu étranger, qu'on doit réapprendre. Mais comme c'est naturel, je pense que le corps, il se sent bien rapidement avec les plantes. Remettre sa santé entre les mains de Dame Nature, voilà qui n'est pas vraiment du goût de tout le monde. Au fil des découvertes scientifiques, la médecine n'a eu de cesse de s'éloigner de ses remèdes traditionnels à base de plantes sauvages. Pour ce professeur de pharmacie, plus question aujourd'hui de se fier à n'importe quelle tambouille. Il y a trop d'incertitudes en réalité dans cette tisane pour que je lui fasse confiance en matière de thérapeutique. Le seul intérêt de cette tisane, c'est qu'elle n'est pas désagréable, qu'elle va probablement m'hydrater et répondre à un certain nombre de besoins physiologiques. Pour autant, pour me guérir, je préfère la gélule. Jusque dans les plus hautes instances médicales, entre plantes médicinales et médecine, le divorce est prononcé. On reste quand même dans des choses qui sont relativement peu précises et qui, en tout cas, en termes d'efficacité, ne peut être comparé à ce que l'on va trouver dans un comprimé ou dans une gélule ou dans un sirop. Deux visions de la thérapie qui semblent irréconciliables. Pour mieux comprendre ce qui les oppose, il faut se tourner vers le passé. Jusqu'au XIXe siècle, les plantes fournissaient aux hommes l'essentiel des remèdes. Sous forme de tisane, de décoction, d'alcoolature ou de poudre, l'homme puisait dans la nature pour se soigner, se soulager. Les premières traces, ça remonte pratiquement à 3000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, où on a les premiers écrits sur les tablettes d'argile, et là, on mentionne déjà des plantes. Parmi celles-ci, il y avait le pavot somnifère qui était déjà mentionné. Ce fameux pavot somnifère, dont on a extrait par la suite la morphine, et qui est aujourd'hui encore le meilleur antidouleur connu de toute la pharmacie. La nature est généreuse, mais il faut apprendre à la maîtriser pour en tirer ses bienfaits
les transcender. Le problème que soulève l'utilisation des plantes ou des extraits ou des teintures est qu'on ne sait pas en réalité ce qui est actif dans la plante. Il y a des variations de concentration de ces principes actifs et d'une année à l'autre, d'une récolte à l'autre, d'une région à l'autre, il peut y avoir des modifications de la concentration de ces principes actifs. La maîtrise des principes actifs, c'est la chimie moderne qui va la rendre possible. Dès lors, fini les potions magiques. L'homme parvient à extraire des plantes seulement les molécules qui l'intéressent. Au moment où la chimie a révolutionné le concept scientifique de l'organisation de la nature, il est apparu très clairement que si on obtenait des principes actifs purs, on pouvait avoir un effet reproductible de manière identique et contrôlée. Dans la seconde moitié du XXe siècle, plus besoin de récolter des plantes dans la nature. Avec l'avènement de la chimie de synthèse, on peut désormais fabriquer des molécules en laboratoire, copier les principes actifs naturels et les reproduire à l'infini. Il s'agit de fournir à tous, pour un prix minimum, les produits qui soulagent la douleur, qui rendent la santé et qui prolongent la vie. Une telle production exige l'invention et la mise au point de machines ingénieuses assurant un dosage précis des ingrédients, avec en plus toute la gamme des contrôles et essais à chacun des stades de fabrication. Avec la révolution de la chimie de synthèse, on pourrait croire que les extraits de plantes ont totalement disparu de nos médicaments. Pourtant, dans nos pharmacies, plusieurs pans de l'histoire cohabitent encore. Voilà, je prépare ça. Pour le vérifier, nous retrouvons Jacques Florentin dans l'arrière-boutique de son officine. Alors nous avons des médicaments à base de ginkgo. Alors là c'est une plante très intéressante qui est très active sur la microcirculation. Donc pour tout ce qui est vertige, perte de mémoire, ramollissement cérébral. Dans ces tiroirs, 22% des médicaments contiennent des extraits de plantes. On a du palmier de Floride qui sert à fabriquer ce médicament qui est utilisé dans l'adénome de la prostate, adénome bénin. On a aussi la piasclédine qui est aussi encore pris en charge par la sécurité sociale. Et là on a un mélange d'avocat et de soja qui est utilisé dans l'usure des cartilages et les douleurs articulaires. La plupart des médicaments sont fournis par la chimie de synthèse, qui se contente parfois de copier la nature. Au départ, cette aspirine, elle a été trouvée à partir de plantes. Ça a été la reine des prés, ça a été l'écorce de saule ou la feuille de saule. Mais comme aujourd'hui, la synthèse coûte moins cher que l'extraction, l'aspirine maintenant est faite par synthèse. Douleur, anxiété, circulation sanguine, problèmes cutanés, hypertension. Les plantes sont donc loin d'avoir soigné leur dernier mot. Certaines plantes contiennent des actifs si puissants qu'ils sont utilisés dans le traitement de maladies graves, comme le cancer. Chaque jour, dans ce service de pneumologie, un tiers des patients reçoit un traitement bien particulier. Bonjour. Je vous amène la lavabine. D'accord. Là, j'ai pour combien de temps de... Là, vous en avez pour 10 minutes. 10 minutes. Oui. Et après, ça va sonner. Dans cette poche, de la vinorelbine. Elle aide à combattre certains cancers du poumon et du sein. Elle permet de limiter le risque de récidive après une opération ou de traiter des tumeurs à un stade avancé. Bon, comment ça se passe alors? D'accord. Et le principe actif de cette chimiothérapie se trouve à l'intérieur de cette petite fleur, la pervenche de Madagascar. Le principe actif a été isolé à partir de la plante et bien sûr retravaillé, c'est pas la plante directement.
On sait que les cellules cancéreuses, parmi d'autres caractéristiques, ont tendance à se diviser très vite. C'est pour ça que ce sont des maladies qu'il faut traiter assez rapidement. Et cette molécule va bloquer la division, ce qu'on appelle la mitose, c'est-à-dire le fait que la cellule va donner 2 cellules filles et ainsi croître. La vinorelbine a permis de traiter plus de 2 millions de malades du cancer dans le monde. Un succès que son fabricant aimerait bien renouveler. Depuis plus de 25 ans, les laboratoires Pierre Fabre mènent une véritable chasse au trésor. On a des plantes qui viennent des 4 coins du monde. On a également des banalités, puisque ici, par exemple, on a Picea excelsa, qui est l'épicéa. Ici, Fagus sylvatica, qui est le hêtre. Et en fait, ce que l'on a ici, c'est de la poudre de plante. Donc la plante a été séchée, elle a été broyée. Avec 16 000 échantillons de plantes, c'est l'une des plus belles collections mondiales. Les plantes, ce sont des organismes qui n'ont pas de petits pieds pour se déplacer quand les prédateurs arrivent. Donc elles ont développé des substances de défense chimique de manière à se protéger contre les prédateurs, contre les herbivores, contre les insectes. Et donc à l'intérieur des plantes, on a des substances qui sont formatées pour être actives sur le vivant. Et pour trouver un nouveau traitement contre le cancer, le laboratoire a mis les moyens. 30 chercheurs travaillent uniquement à l'exploration des plantes. On en a passé combien aujourd'hui? 12 plaques. Donc là, cette plaque, elle est encore avec que des produits inactifs. Ici, chaque année, des milliers d'extraits sont testés pour vérifier si ces substances agissent sur le vivant, et notamment sur des cellules cancéreuses. Au départ, on commence à chaque fois avec nos 16 000 échantillons végétaux sous forme d'extraits. Et on a en général quelques centaines de touches, c'est un peu comme à la pêche, on voit qu'il y a des choses qui commencent à mordre. Et quand on regarde les choses de plus près, le nombre de prises diminue, et plus on va vers des modèles complexes. Si on regarde sur des petits animaux qui ont des tumeurs greffées, là, les résultats s'effondrent. Mais ça fait partie du jeu. On sait qu'on ne trouve pas un produit anticancéreux tous les jours, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut arrêter. Pas question de baisser les bras. L'équipe de Bruno David en est sûre. Un nouveau traitement se cache dans sa banque végétale. Une fois passé entre les mains des chercheurs, étudiés et brevetés, plus personne ne remet en cause l'efficacité des plantes médicinales. Mais quand elles sont sous leur forme naturelle, tisane, teinture mère, poudre ou encore huiles essentielles, c'est une toute autre affaire. Quelques irréductibles ont pourtant la conviction qu'elles peuvent soigner. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, je viens comme d'habitude chercher ma tisane contre le cholestérol. Oui, et vous n'avez pas de médicaments de traitement actuellement pour le cholestérol? Non, non, non. Je préfère passer par la phyto. D'accord. Voilà. Jacques Florentin fait ainsi partie des rares pharmaciens à défendre les vertus des tisanes. Dans son officine, il a installé une véritable herboristerie et propose 200 plantes à la vente. Voilà, alors on va prendre la feuille d'artichaut qui est là, et ensuite l'olivier. Ces plantes-là, vous prendrez une cuillère à soupe de chaque pour à peu près un demi-litre d'eau, et elles se préparent en infusion. Vendues en pharmacie, ces tisanes ont le statut de plantes médicinales. Et s'il est certain de leur efficacité, c'est parce que, comme les médicaments, elles doivent répondre à des normes inscrites à la pharmacopée européenne. Nous avons des bulletins d'analyse pour chaque lot de plantes que l'on reçoit. Et là, sur le fenouil, ben voilà, j'ai un bulletin d'analyse qui me dit que du point de vue botanique, c'est conforme, c'est-à-dire la graine, c'est bien la bonne graine. Ensuite, ils vont me donner les principes actifs et il faut qu'il y en ait plus de 20 ml par kilo. Et effectivement, celle-ci en contient 20,80, donc elle est conforme. En achetant ces plantes en pharmacie plutôt qu'au supermarché, Jean-Luc Collignon sait précisément quelle quantité de principes actifs il ingère. Ça fait environ à peu près un an que je suis votre traitement là. Oui.
Et d'après les dernières prises de sang que j'ai fait, là, mon cholestérol a bien diminué. Je suis très content du produit, donc je veux continuer là-dessus. Pour moi, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Si on arrive à retrouver un taux normal de cholestérol, on peut se passer des médicaments de synthèse. Et il faut effectivement faire des mesures tous les 3 mois pour voir effectivement si le taux est stabilisé. Et tant pis si ces plantes ne sont pas remboursées. Je continue comme ça parce que c'est efficace. Alors bon, ce qui est efficace, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Merci. Bien dosée, une plante médicinale pourrait donc présenter dans de nombreux cas une alternative aux médicaments de synthèse. Jacques Florentin en est persuadé. Reste à le prouver. On a ici un travail sur des plantes qui protègent le foie, avec en particulier le romarin. Pendant 15 ans, il a dirigé des thèses à la faculté de pharmacie de Metz. Défi relevé par les élèves, vérifier si la phytothérapie, ça marche. Une autre thèse encore, ça c'est un travail qui a été fait sur une plante africaine qui est très utilisée en Afrique dans les diarrhées. Et elle a effectivement des propriétés antidiarrhéiques, mais surtout anti-inflammatoires, antidouleurs majeures, un petit peu comme les opiacés. Et là, on voit dans ce travail qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de tests qui ont été faits, de la microscopie électronique, des essais sur les animaux, des essais sur l'intestin. Pour Jacques Florentin, les conclusions de ces thèses sont suffisamment probantes. Dans le cas de nos plantes, dans 75% des cas, on démontre qu'il y a un effet chez l'animal. Ensuite, on va vérifier la toxicité, la deuxième étape. Et quand ces plantes sont non toxiques et ont une activité démontrée, après on passe à l'essai clinique. Mais malheureusement, en phytothérapie, il y a peu d'engouement pour des études cliniques parce que en fait, les retombées pour le laboratoire sont quasi nulles. C'est des plantes qui ne sont pas brevetables et rien ne stimule l'industriel pour mener des recherches. Un brevet, c'est le seul moyen pour un laboratoire de gagner de l'argent. Quand une molécule est isolée, elle est intégrée à une formule chimique qui peut être protégée. Avec les plantes, c'est impossible. Un organisme vivant ne peut pas être breveté. Du coup, les firmes pharmaceutiques n'évaluent quasiment jamais l'efficacité des plantes médicinales sur l'homme. Seule une comparaison avec un lot de patients qui recevraient un produit placebo permettrait de démontrer de façon évidente qu'il y a un plus apporté par ce moyen thérapeutique complémentaire. En l'absence de validation, tellement d'autres facteurs peuvent intervenir qu'il est difficile d'affirmer que c'est bien la plante qui a apporté l'amélioration constatée. Faute d'études cliniques, la phytothérapie semble dans une impasse scientifique. Mais loin de ces querelles d'experts, un grand nombre de Français ont déjà fait le choix de cette médecine naturelle pour se soigner. On peut le mettre? On va peut-être le mettre dans le lit après. Non? Parce que où il va aller quand on va partir, chérie? À 3 ans, Adrien est aujourd'hui en pleine forme. Mais il y a quelques mois, ce n'était pas du tout la même histoire. Bronchite asthmatiforme, bronchiolite, otite, il enchaînait les infections ORL. Téléphone pas. Il a dû être hospitalisé 3 fois quand même, entre 9 mois et puis 1 an et demi. Et toutes les 2 semaines, il était soit chez le pédiatre, où on devait appeler des médecins la nuit en urgence parce qu'il y avait une forte fièvre ou du mal à respirer. Voilà, l'autre petit pied. Entre les antibiotiques, les corticoïdes et autres bronchodilatateurs, Adrien a épuisé tous les traitements classiques. On a une table pleine de médicaments, d'antibiotiques. C'est incroyable tout ce qu'il a pu consommer, avec des effets indésirables comme la diarrhée. Et le problème de fond n'était pas réglé. Puisque à chaque fois, dès qu'il n'avait plus cette couverture d'antibiotiques, ça recommençait. Tu restes bien sur le trottoir, Titi. 1 an et demi de nuit sans sommeil, jusqu'à ce que Stéphanie pousse la porte du docteur Morel. Voilà, installez-vous. Alors, comment s'est passée l'année?
Eh bien, depuis que je suis venue vous voir et puis que j'ai fait donc le traitement de fond que vous m'aviez prescrit, ça a été super parce que, hormis un petit rhume de temps à autre, il n'y a vraiment rien eu. Donc, je suis contente, voilà. Donc, je viens vous revoir pour savoir s'il faut recommencer pour cet hiver un traitement de fond. Il y a 34 ans, son diplôme de médecine en poche, ce généraliste a découvert la phytothérapie. Alors Adrien, on va commencer par les oreilles. Depuis, entre les plantes et les médicaments, il tente pour chaque patient de trouver le traitement le plus adapté. Voilà donc l'ordonnance. Vous avez Rosa canina, qui est un extrait de bourgeon d'églantier qui permet de stimuler la capacité anti-inflammatoire au niveau ORL. Oui. Fagus sylvatica, c'est du bourgeon de hêtre qui permet de stimuler les anticorps. D'accord. C'est un traitement préventif. Plutôt que de traiter chaque épisode pathologique en aigu, on a des traitements de fond qui permettent de stimuler l'immunité. Ce que malheureusement, en médecine classique, je dirais, on n'a pas, enfin, la possibilité ne nous est pas offerte. Ce traitement à base de plantes est désormais le seul remède d'Adrien. Pour sa mère, son efficacité ne fait plus aucun doute. C'était, je vais employer le terme, il est peut-être un peu fort, mais miraculeux. Voilà. Alors que ses pairs tournent le dos aux plantes, pour le docteur Morel, dans un cabinet de médecine générale, elles apporteraient une réponse dans 8 cas sur 10. Ces pathologies fonctionnelles comme les colopathies, les migraines, les insomnies, les gens qui sont mal dans leur peau, des problèmes répétitifs par exemple, tout ça c'est vraiment le domaine de la phytothérapie. Pour d'autres pathologies comme les hypertensions artérielles, comme les cancers, comme évidemment la tuberculose ou des pathologies, une pneumopathie, moi je n'utilise pas de plantes médicinales bien entendu, j'utilise bien sûr des médicaments. De nombreux patients se tournent vers ces plantes médicinales et font le choix d'une médecine naturelle en lieu et place des médicaments de synthèse. Mais ces plantes contiennent des actifs puissants, souvent difficiles à manipuler et à doser. Naturel ne veut pas dire sans danger, et il arrive que la potion magique se transforme en poison toxique. Avec la presse, l'ex-PDG d'Arco Pharma, leader de la phytothérapie en Europe, accusé d'avoir négligé de contrôler des herbes chinoises amaigrissantes qui auraient entraîné le décès de 2 patientes. Des plantes médicinales toxiques au cœur de cette affaire judiciaire. Entre 1989 et 1992, les laboratoires Arco Pharma commandent à leurs fournisseurs chinois une plante diurétique utilisée pour maigrir. Mais ils reçoivent à la place de l'Aristolochia fanghi, une plante toxique, et n'effectuent aucun contrôle avant de l'écouler. La plante provoque des cancers du rein chez 2 patientes et de graves lésions rénales sur plusieurs autres. On ne commercialise pas quelque chose dont on n'a pas le pouvoir de maîtriser, le pouvoir de contrôler. L'Aristolochia est interdite. Mal utilisées, des plantes vendues librement peuvent elles aussi provoquer des accidents. Et avec l'arrivée chaque mois de plusieurs centaines de nouveaux produits dans les rayons, il devient impossible pour le consommateur de s'y retrouver. Cette ancienne adepte de phytothérapie en a fait l'amère expérience. Ici, on a une plante qui est le desmodium, donc qui protège le foie et qui en même temps aide à le drainer. De la chlorella, qui est un détoxifiant, notamment contre les métaux lourds. Ensuite, il y a des tisanes. Donc ici, on aura la tisane d'Arenaria, qui est le casse-pierre en fait, qui peut agir sur les calculs rénaux. À l'époque, Élodie souffre de calculs rénaux qui entraînent des infections urinaires à répétition. En plus des antibiotiques qui lui sont prescrits, elle se tourne vers la phytothérapie dans l'espoir d'accélérer sa guérison.
J'avais des petits doutes à prendre plusieurs compléments alimentaires, mais bon, pour moi, le bénéfice, dans tous les cas, aurait été plus grand que de rester avec ma pathologie qui traîne comme ça et qui m'handicape. Donc je me suis dit, bon, quand même, c'est des plantes, je risque rien. Ni l'infection urinaire, ni les calculs ne disparaissent. Élodie doit finalement être hospitalisée. Mais là, impossible d'opérer son rein en urgence. Elle a ingéré trop d'extraits de plantes, son foie ne parvient plus à les éliminer et son sang présente des problèmes de coagulation. Ça a fait un cocktail détonnant, à tel point que lorsque l'infirmière est arrivée avec mon bilan, elle m'a dit, bon écoutez, là si vous arrive quelque chose, ce serait grave, vous ne coagulerez pas suffisamment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tout arrêter. Déjà vous ne prenez plus rien. Et même vos médicaments à l'hôpital, on va vous les diminuer parce que là, vous êtes en zone de danger. Un an après sa 3e opération du rein, Élodie vient faire le point avec son urologue. Allez, venez. Bonjour, docteur. Tenez, installez-vous. Merci. Depuis la dernière hospitalisation, les choses se sont stabilisées? Bon, là, il me reste quand même un petit résidu au niveau du rein gauche. Mais bon, pour le moment, il ne nécessite pas de traitement. Apparemment. L'état de santé d'Élodie s'est amélioré. Pour le docteur Carpentier, l'abus de compléments alimentaires peut avoir de graves conséquences sur la santé. Au-delà de 3 médicaments pris simultanément tous les jours, il y a un risque d'interaction. Si on rajoute 4, 5 ou 6 produits de phytothérapie, on comprend aisément qu'il existe des substances actives et que tous ces produits risquent d'avoir des effets indésirables non contrôlés. Il y a de la phytothérapie qui peut altérer l'état de santé en activant la formation dans le cadre des calculs urinaires, en activant la vitesse de formation des calculs et qui agit avec l'effet inverse de celui qui est recherché, à savoir nettoyer la tuyauterie urinaire. Et ça participe à former des calculs d'oxalate de calcium. Donc ça peut expliquer une partie des problèmes. Combien de personnes sont-elles ainsi victimes d'intoxication avec les produits de phytothérapie ? Ces cas ne sont pas recensés au niveau national, mais dans les seuls centres antipoison français, ils représentent un peu plus de 4% des appels. Parfois, il s'agit de patients qui remplacent un médicament par une plante. C'est le cas de l'IF, un conifère dont les aiguilles sont utilisées pour fabriquer des chimiothérapies. Je me souviens avoir lu une publication récemment concernant l'utilisation d'une décoction d'IF par une patiente qui se savait atteinte de cancer, et plutôt que d'utiliser une chimiothérapie qui lui était proposée dans son hôpital, a choisi de se faire une tisane à base d'IF. Elle est décédée quelques jours après avoir absorbé ce pseudo-médicament. Mal utilisées, les plantes peuvent donc faire des ravages. Pourtant, on en trouve à chaque coin de rue, notamment sous la forme de compléments alimentaires ou d'huiles essentielles. Entre Internet et les supermarchés, il n'a jamais été aussi simple de se procurer des produits de phytothérapie. Les professionnels, chargés de les dispenser, sont-ils toujours bien formés? Et la réglementation protège-t-elle suffisamment les consommateurs? Depuis 13 ans, Sylvie Bornet a tout quitté pour réaliser son rêve. Alors ça, c'est de l'hysope, Isopus officinalis. Ça, c'est une plante qui est plutôt destinée à la toux et plus particulièrement à une toux asthmatique. Dans son jardin, elle cultive une 60aine de plantes médicinales et les sèche tout de suite après la cueillette. Ça permet de respecter les propriétés de la plante, tout simplement, parce que on dit qu'un séchage est bien fait quand la couleur et l'odeur de la plante est respectée. C'est aussi pour conserver la plante tout au long de l'année. La culture et la vente de ces plantes médicinales est parfaitement légale. Entre.
Bon, alors Véronique, toi, tu viens pour une cure de saison. Hein. J'aimerais bien mettre un petit peu l'accent sur les poumons, le souffle, avec peut-être un petit côté allergique aussi que j'ai parfois. Donc on va mettre plutôt des plantes qui vont soulager ces problèmes-là avec des plantes anti-inflammatoires comme la mauve, des plantes d'élimination rénale. Mais en donnant des conseils sur l'utilisation des plantes qu'elle cultive, Sylvie Bornet joue avec le feu. Cela s'apparente à un exercice illégal de la pharmacie, passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les conseils, c'est pas forcément autorisé. Alors voilà, moi je m'octroie un peu le droit de le faire parce que je suis passée par une école de plantes médicinales, donc je connais ces plantes, je les cultive. En France, les diplômes délivrés par les écoles d'herboristerie n'ont aucune valeur officielle. En ville, dans les boutiques qui ont pignon sur rue, la situation n'est guère différente. Donc vous allez mettre 2 cuillères à soupe de saponaire, 1 cuillère à soupe de salse-pareil rouge. Vous pouvez me le marquer. Je vais vous l'inscrire. Pour 1 litre d'eau. Il ne reste qu'une vingtaine d'herboristeries en France, dont 5 à Paris. D'herboristeries, elles n'en ont plus que le nom. Les vrais herboristes ont totalement disparu. Si vous avez quelque chose pour le sinus, parce que c'est... Il faudrait déjà jouer sur l'état général, mais est-ce que vous prenez quelque chose pour nettoyer l'organisme? Quand Michel Pierre a acheté ce magasin il y a 40 ans, il pouvait vendre toutes les plantes de la pharmacopée. Aujourd'hui, il doit se contenter d'une centaine de tisanes, considérées comme des plantes alimentaires. Très bien. Donc vous mettez une bractée de tilleul une petite pincée de tilleul dans votre eau bouillante, vous ajoutez une dizaine d'huiles essentielles et vous faites votre inhalation. Génial, parfait. En théorie, Michel Pierre n'a pas le droit de donner ses conseils, car les plantes médicinales sont sous le monopole des pharmaciens. Pourtant, pendant longtemps, les herboristes ont été les plus grands connaisseurs des plantes. Ils apprenaient à les manipuler dans des écoles spécialisées. Après la leçon du professeur, les élèves examinent et sélectionnent les plantes. Mais en 1941, le gouvernement de Vichy supprime le diplôme d'herboriste et laisse aux derniers diplômés le droit d'exercer jusqu'à leur mort. Pendant 25 ans, j'ai été couvert par une herboriste qui venait ou qui venait pas, mais qui me couvrait juridiquement. À la mort de celle-ci, Michel Pierre est devenu un vulgaire marchand de produits alimentaires. Vous vendez un produit avec des connaissances, puisqu'il y a quand même l'expérience qui est là. Et du jour au lendemain, on vous interdit d'exercer votre profession. On ne peut avoir que du mal, on ne peut qu'être traumatisé. Les pharmaciens sont donc les seuls à pouvoir nous conseiller en matière de plantes médicinales. Mais sur un cursus de 6 années, ils ne consacrent qu'une trentaine d'heures à leur étude. Résultat, dans les pharmacies, il est difficile d'être bien renseigné. Pour le vérifier, nous nous sommes rendus dans une dizaine de pharmacies à Paris, munis d'une caméra cachée, afin de nous procurer du millepertuis en tisane. Préconisée pour la dépression légère, cette plante a de nombreuses contre-indications. Le millepertuis diminue l'efficacité d'un grand nombre de traitements médicamenteux, et notamment de la pilule contraceptive. Bonjour madame, est-ce que vous avez des tisanes s'il vous plaît? Oui, ça dépend ce que vous voulez. Millepertuis. Oui. Comment ça se passe au niveau des dosages? Vous faites bouillir de l'eau, vous en mettez un petit peu dans de l'eau bouillante, vous laissez infuser 5 à 10 minutes. D'accord. Voilà, il n'y a pas de proportion? Bon, là, c'est une cuillère à soupe pour un bol. D'accord. Quelques précisions sur la recette, mais pas un mot sur les contre-indications. Et dans les 2 officines suivantes, les pharmaciennes évoquent des effets secondaires, mais passent à côté du plus important. Attention à l'exposition au soleil. Attention à l'exposition au soleil, c'est ça? Oui. Bon, en même temps, en ce moment... Oui, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est photosensibilisant, c'est ça? Ah bah oui, pour le millepertuis, oui. Mais il n'y a pas d'autre... Non? Il n'y a pas rien de spécial, rien de particulier, non? Ok, merci, au revoir. Sur les 9 pharmacies testées, une seule
attira notre attention sur les dangers du millepertuis. C'est pareil. Le millepertuis, c'est photosensibilisant, contre-indiqué avec la pilule. Donc, ça, c'est très bien. Difficile d'obtenir un conseil adapté en pharmacie. Mais il y a plus grave. Par le jeu des législations, il est désormais possible de se procurer du millepertuis en parapharmacie et même en supermarché, sous forme de compléments alimentaires. Contrairement aux tisanes, ils ne sont pas assimilés à des médicaments et sont donc en vente libre. Inutile alors d'espérer le moindre conseil fiable. Et il n'y a pas de contre-indication pour ça? Non, c'est que des plantes, là, là-dessus, il n'y a pas de souci. À côté du millepertuis, on trouve en rayon des laxatifs à base de rhubarbe de Chine ou de séné. Sous forme de tisane, ces plantes sont normalement sous monopole pharmaceutique. Nous les avons apportées à Pierre Champy, un professeur de pharmacie, chercheur spécialisé en phytothérapie. C'est actif, c'est utilisé donc dans les problèmes de constipation. Là, il y a marqué contribuant à ventre plat. Oui, effectivement, ça va faire un ventre plat. Puis ça va également envoyer les gens à l'hôpital s'ils en consomment de manière trop régulière. Sur les boîtes, il est indiqué que ces laxatifs ne doivent pas être consommés au-delà de 10 jours. Mais en réalité, c'est rarement le cas. Et en continuant d'utiliser ces traitements, des usagers s'exposent à de graves risques pour leur santé. Alors si vous prenez beaucoup de comprimés, ça va causer une diarrhée sévère. Si vous en prenez de manière régulière, on a des problèmes de dépendance. Et les accidents surviennent essentiellement au long cours, chez la personne âgée qui est devenue dépendante à ces produits, chez des jeunes anorexiques qui essaient de maigrir avec ces produits, qui se retrouvent à l'hôpital déshydratés avec des troubles cardiaques qui sont directement liés à l'effet de ces produits. Comme leur nom l'indique, les compléments alimentaires sont considérés comme des aliments et non pas comme des médicaments, même lorsqu'ils cachent des plantes médicinales. Ces produits ne sont donc pas contraints d'afficher l'ensemble de leurs effets secondaires. Le problème, c'est que pour le complément alimentaire, à la différence du médicament, il n'y a pas d'obligation de contrôle. Donc, on ne sait pas si c'est la bonne plante, on ne sait pas si c'est une plante qui contient une quantité de principes actifs qui est correcte. Donc moi, je suis extrêmement choqué du fait que ce type de produit puisse être vendu n'importe où sans conseil et avec un statut qui est un statut alimentaire et pas un statut médicinal. Comment des plantes médicinales sous monopole pharmaceutique peuvent-elles se retrouver dans des compléments alimentaires? C'est la question que nous avons posée à la Direction de la consommation et de la répression des fraudes, l'organisme chargé d'autoriser la mise sur le marché de ces produits. Nous, on fait un contrôle formel de la composition d'un produit en veillant si il est conforme aux listes qui sont issues d'une réglementation européenne. On n'a pas vocation à être des experts médicaux à la DGCCRF. Alors moi, vous me sortez des boîtes, c'est bien beau, mais moi, je ne peux pas vous répondre, là. Nous, on applique des textes, on est là que pour ça. L'harmonisation européenne a été favorable à l'Italie et à la Belgique, qui autorisaient la vente libre de ces plantes sur leur territoire. La France n'a pas eu le choix. Elle a dû s'aligner, malgré les mises en garde de l'Agence du médicament. C'est vrai que c'est très inquiétant, cette situation du marché. Ça devrait être des produits qui devraient être uniquement des médicaments. Donc ça vous agace, quoi? Ah, ça, c'est plus que de l'agacement, si je puis dire. L'Agence du médicament est totalement impuissante. Les compléments alimentaires ne sont pas sous son autorité, même s'ils contiennent des plantes médicinales. Réglementation ambiguë, vendeurs insuffisamment formés. Aujourd'hui, les plantes médicinales refleurissent dans les compléments alimentaires, pour le meilleur et bien souvent pour le pire. Pourtant, bien utilisées, elles ont peut-être un rôle thérapeutique à jouer. C'est en tout cas la conviction de certains professionnels. Et récemment, la phytothérapie a même fait son entrée à l'hôpital. La renaissance de la phytothérapie commence peut-être ici. Bienvenue dans la Drôme, deuxième département français producteur de plantes aromatiques. Jean-Paul Aymar et son équipe s'activent pour récolter les derniers pieds de lavandin.
couper quand il fait très très beau, il fait très chaud, avec pas trop de vent. Et surtout, pour faire de l'huile, il faut une plante très sèche. Là, vous voyez ceux-là là, qui sont bien mûrs, qui sont vraiment, surtout celui-là, qui est vraiment mûr, prêt à distiller. Celui-là, un peu moins, vous voyez, il y a encore les fleurs là. Tant qu'il y a ces fleurs, c'est que c'est pas mûr. Direction l'alambic pour la distillation du précieux élixir. C'est dans le calice des fleurs, donc de la lavande, que se trouve l'huile essentielle. C'est pour ça qu'en remplissant les vases, il est important d'y joindre bien sûr toutes les fleurs. Voilà, le vase est plein, maintenant on peut refermer. Doucement, ouais. Allez, vas-y. Et on va procéder à l'injection de vapeur. La vapeur sous pression va permettre d'extraire les huiles essentielles contenues dans les fleurs. Un produit très prisé que William Collin revendra près de 450 € le litre. On voit l'huile essentielle du lavandin brial qui est en train de sortir du vase florentin. C'est ce concentré très actif qui va nous donner des propriétés multiples. Des propriétés qui ouvrent en tout cas de nouvelles perspectives à la phytothérapie. L'année dernière, le marché de ces petits flacons a bondi de 19% dans les pharmacies. Avec l'aide d'ambassadeurs motivés comme Alexia Blondel, les huiles essentielles sont même parties à l'assaut de forteresses inaccessibles. Une fois par mois, elle a rendez-vous dans cet hôpital. Elle y anime depuis 4 ans des ateliers d'aromathérapie. Ouais. Je vous fais passer le flacon, enfin juste le bouchon, parce que c'est fort. Alors attention, si vous êtes sensible, n'insistez pas trop. Autour de la table, les participants ont tous affronté un cancer. Certains sont en rémission, d'autres encore en traitement. Ici, ils redécouvrent le plaisir des odeurs. Et j'expire 6 secondes. On navigue en permanence avec le citron, parce que c'est le citron qui a réussi le mieux pour l'instant. C'est le citron qui réussit le mieux. Oui, tout à fait, on en a partout. On a des sticks partout. Il faut apprivoiser. La plupart d'entre eux ont découvert les huiles essentielles lors de ces ateliers. Et visiblement, elles ont amélioré leur quotidien. Moi, je les avais utilisées pour après les rayons. Donc, au niveau contre les brûlures des rayons sur la peau. Lors de tous ces traitements qui sont très très lourds, si ça peut nous apporter un plus, il faut en profiter au maximum. On est dans un soin de support au départ, donc ça va être essentiellement pour le bien-être et le confort de la personne, le bien-être environnemental, le bien-être émotionnel, le bien-être physique. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on a la propriété anti-infectieuse des huiles essentielles. Et quand on est déjà sur un traitement lourd, si on évite d'avoir un rhume, des virus qui traînent, ça aide aussi au confort en général. Peu à peu, Alexia Blondel et ses arômes ont gagné du terrain au sein de l'hôpital de Poitiers. Depuis 2 ans, ils ont même pénétré dans l'un des services les plus sensibles, l'hématologie. Chaque matin, infirmières et aides-soignantes font le tour des chambres pour apporter un peu de douceur à des patients très isolés. Bonjour, je suis Cathy, l'infirmière d'aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Michel Pichard vient d'arriver dans le service. Elle souffre d'une leucémie et affronte sa 2e chimiothérapie. Je vais vous montrer notre petite mallette qu'on a avec les différentes huiles. Nous, on a plus ciblé au niveau des émotions. Donc s'il y a un moment dans le service où vous vous sentez un peu plus découragé, même par rapport à la longueur de l'hospitalisation, on a plusieurs huiles, donc plus pour la colère, le découragement, le bien-être, pour vous détendre. Pour les patients, cette hospitalisation est souvent vécue comme une épreuve. Confinés dans leur chambre, pendant tout le traitement, ils sont coupés de leurs proches. Est-ce que vous êtes plus là, plus envie de bien-être, ou est-ce que vous êtes un petit peu anxieuse par rapport à quelque chose en particulier? Non, peut-être un petit peu le bien-être, là. Vous proposez quoi? Alors, j'ai plus sapin ou citron. Est-ce que vous aimez les odeurs de citron? J'adore. Ah oui, je peux vous faire sentir un petit peu de citron. Ah oui, avec plaisir. Et après quelques jours dans le service,
Michel en a déjà éprouvé les bienfaits. Ah oui, très très agréable. Ouais. J'étais quand même extrêmement anxieuse de ce qui allait m'arriver, bien sûr. Et donc, dès qu'on me les a proposés, j'ai été partante tout de suite. Ça me calme, voilà, la respiration est meilleure. Enfin, vraiment, ça agit sur le système nerveux, vraiment, de façon assez intéressante quand même. Je trouve que c'est un plus parce que c'est vrai que ça nous permet aussi de discuter d'autres choses que de la maladie. Là, c'est vrai que c'est un service fermé, il n'y a pas d'odeur, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Et c'est vrai que le patient, il arrive à s'évader un petit peu. Alexia Blondel a formé toute l'équipe paramédicale. Et grâce au succès de ces huiles essentielles, elle compte développer leurs indications. En hématologie, au début, on est parti de la voie olfactive. Et là, tout naturellement, on se développe vers la voie cutanée par rapport aux hématomes. On est aussi sur une envie de développer le toucher-massage avec les huiles essentielles pour augmenter encore l'effet bénéfique de ce soin. Pour la responsable du service, l'aromathérapie ne s'apparente pas à un traitement médical, mais à un soin complémentaire qui améliore nettement le quotidien des malades. Au-delà de la seule technique, de l'huile essentielle, il y a aussi le fait que le soignant va être là, va être présent, va être à l'écoute, parce que c'est pas un comprimé qu'on pose sur une table. Actuellement, une dizaine d'hôpitaux français s'aventurent sur la voie des huiles essentielles. Ces expériences en maternité, en soins palliatifs ou auprès de patients souffrant d'Alzheimer permettront peut-être d'enrichir les études qui manquent si cruellement à la phytothérapie. Dans sa quête de progrès et d'avancées scientifiques, la médecine a laissé les plantes médicinales au bord du chemin. Mais quand 63% de Français consomment des produits de phytothérapie, il n'est plus possible de les négliger. Qu'elles soient vendues dans des médicaments ou des compléments alimentaires, les plantes médicinales gardent leur pouvoir et leurs effets secondaires. Les consommateurs doivent être bien conseillés. Tant que la science n'aura pas redonné aux plantes ces lettres de noblesse, il sera difficile de séparer le bon grain de l'ivraie.